Il est 13h10, vous êtes à l'écoute de la plateforme radio de protestants en fête 2017. Il va être question dans les minutes qui viennent de migration et c'est Redouane Esbanti qui va aborder ce sujet avec ses invités Patrick Cabanel et Geneviève Jacques. Oui, donc l'émigration, c'est une des réalités en fait qui ne date pas d'aujourd'hui. Et puisque nous avons avec nous un historien, c'est une manière de regarder dans le rétroviseur. C'est-à-dire, c'est vrai qu'à la fois, on a le regard projeté vers l'avenir, mais il ne faut pas perdre de vue, maintenant qu'on fête les 500 ans de la Réformation, que la Réformation a créé des effets collatéraux et qui a mis en mouvement un certain nombre de populations. Alors, Patrick Cabanel, quel est votre regard sur ce protestantisme mouvant ? Dans le cas, c'est moins vrai du cas luthérien que du cas des calvinistes, qu'ils soient suisses ou français. On a même défini la réforme de Calvin, c'est un historien néerlandais, qui a parlé de réformation des réfugiés. C'est-à-dire que dans l'histoire de la mise en place de la réformation, soit des princes passent à la réformation, soit des cités, je pense à Bâle, à Zurich, Strasbourg, passent à la réformation. Mais dans le cas des calvinistes, on a d'entrée de jeu affaire à des émigrés. Calvin est un émigré, Olivetan, le traducteur de la Bible, est un émigré, et donc il n'y a pas, au départ, il n'y a pas d'inscription politique, territoriale. C'est une sorte de diaspora européenne qui finit par avoir un centre qui est Genève, mais qui a toujours vécu sur ce modèle-là de l'archipel, géographiquement, de la diaspora. Alors vous avez des calvinistes en France, en Suisse, dans ce qui s'appellera les Provinces-Unies, en Hongrie, on oublie toujours la Hongrie, au nord de l'Italie, avec les Vaudois qui sont passés à la Réforme, en Écosse, et donc il y a une sorte d'archipel presque dématérialisé sur le plan territorial et d'entrée de jeu. Calvin est un émigré par excellence et d'ailleurs il dit dans ses traités théologiques si vous êtes persécuté par le prince, vous ne devez pas désobéir au prince, au pire, partez. Émigré. Et Luther le dit aussi dans un très beau texte que j'ai découvert récemment. Luther dit l'évangile est partout. L'évangile, c'est magnifique. L'évangile, c'est comme l'étoile des mages. Il n'y a pas un pays où serait l'évangile. Si vous êtes persécuté ici, il est partout dans le monde, l'évangile. Donc il y a la réforme et le christianisme est par excellence, si j'ose dire, migratoire, diasporique et mondialisé, même si c'est un gros mot aujourd'hui aux oreilles de certains. Mondialisé, d'accord, mais quand même partir, c'est pas les... Quand on est enraciné dans une terre, dans une culture, à l'époque, les moyens de communication ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Comment garder à la fois cette relation avec la terre-mère à laquelle on appartient, et puis ce déracinement. Par exemple, je pense à certains huguenots qui sont partis en Afrique du Sud, d'autres en Amérique latine. Il y a un véritable éclatement historique de ces personnes. Oui, alors il faut distinguer effectivement ce que disent les théologiens, l'évangile est partout, et ensuite ce que vivent physiquement les chrétiens. Et bien sûr que partir est un arrachement. Alors dans le cas des huguenots français, leur chance, si on peut dire, c'est une vraie chance géopolitique, c'est qu'ils partent dans des pays qui sont aussi protestants. Donc c'est pas du tout la situation, si vous voulez, des Syriens ou d'autres qui arrivent dans l'Europe de tradition chrétienne ou laïque. Là, il y a une sorte de familiarité confessionnelle. Même lorsqu'on va dans un pays qui a beaucoup attiré les Huguenots, le Brandebourg, l'ancêtre de l'Allemagne d'aujourd'hui, le Brandebourg est luthérien, mais la monarchie, le Hohenzollern, est calviniste. Donc il y a de vraies solidarités, et ça a été la chance géopolitique historique de ces protestants qui, partis en exil, trouvaient sur place des églises pour les accueillir, des princes, des cités. Alors en même temps, il ne faut pas avoir une image trop positive de cette immigration, parce qu'il y a eu aussi, comme on trouve aujourd'hui, il y a eu, y compris dans les milieux protestants européens, il y a eu des refus, il y a eu de la xénophobie, il y a eu des jalousies sur l'accès à l'emploi entre artisans. Il y a eu aussi, j'en termine là parce que ça m'a beaucoup amusé, l'idée que les huguenots français, notamment les méridionaux, mangeaient de l'ail, avaient une cuisine qui sentait mauvais, et puis ils étaient trop nombreux à aller au culte, et à Genève, on détestait l'afflux au culte de ces réfugiés qui privaient de leur place habituelle la population locale. Donc il a fallu construire des temples pour accueillir ce surplus de fidèles.
Alors on dit toujours que la première migration qui arrive est accueillie toujours à bras ouverts, et puis avec la durée de ces flux de migrants, ça devient difficile. Par exemple, la Suisse aussi qui est Zurich, juste à côté de Zurich, qui a la ville de Schaffhouse, qui était un lieu de transition pour l'Allemagne, pour les réfugiés huguenots, et puis certains restaient, et là petit à petit il y a aussi des frictions. Oui, comme toute migration, c'est ambivalent. Mais globalement, c'est quand même c'est une réussite. Ça a été une réussite. L'intégration a très bien fonctionné. Beaucoup de ces Huguenots sont devenus membres, et le reste encore aujourd'hui, membres des élites de ces pays d'accueil. S'ils sont devenus membres des élites, c'est parce que souvent ils appartenaient déjà au départ aux élites. Vous parlez tout à l'heure de la difficulté à s'arracher à la terre. Je crois que les paysans sont moins partis, à la fois que les plus pauvres et les plus riches. Quand vous n'avez rien, quand vous êtes un ouvrier, vous pouvez partir. Vous avez vos mains pour travailler. Quand vous êtes un banquier, un pasteur, un intellectuel, vous pouvez partir. Quand vous êtes un paysan des Cévennes, je dis les Cévennes à tout hasard, hein, ou je sais pas, ou de la Drôme, ou du Poitou, allez, ou du Béarn. Partir, ça veut dire laisser ses morts aussi derrière, ça veut dire laisser, c'est tout bête à dire, laisser son cheptel, laisser ses terrasses qu'on a cultivées, qu'on a construites, donc c'est un arrachement beaucoup plus fort que quand vous n'avez rien, ou quand vous partez avec des signes. Le pauvre part plus facilement, et le riche, le très pauvre, le très riche, part plus facilement que le paysan enraciné. Voilà. Et puis, dans l'arrivée dans les pays d'accueil, je répète, même s'il y a eu, parce qu'on veut en finir avec une histoire sainte, entre guillemets, de l'accueil des réfugiés huguenots, même s'il y a eu de la xénophobie, s'il y a eu des regards un peu hostiles, c'est quand même très, franchement, c'est une histoire de solidarité, d'hospitalité qui l'emporte, et c'est une histoire de réussite. Et aujourd'hui, je ne vais pas le faire, mais on pourrait citer, j'en cite un seul, l'actuel, il est connu, l'actuel ministre de l'Intérieur d'Angela Merkel, Thomas de Maizière, qui, comme son nom l'indique, est quasiment parti, ils sont partis de Metz, donc c'est un voisin. Voilà, donc c'est un signe de réussite. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est l'intelligentsia protestante huguenote qui part. Ça veut dire quelque part, ça appauvrit aussi les églises qui restent, enfin les protestants qui restent sur place. Est-ce qu'il y a un appauvrissement intellectuel, théologique? Oui, mais alors maintenant j'ai compris ça, il ne faut pas le dire. Si on dit les meilleurs sont partis, c'est très vexant pour ceux qui sont restés. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne serait pas resté, je dirais, les laissés pour compte, qui étaient incapables de partir, qui n'avaient pas les moyens. Il est parti une partie des meilleurs, et il est resté aussi une partie des meilleurs. Mais c'est vrai que c'est aussi un des mythes du refuge huguenot. Peut-être qu'on peut trouver les choses aussi avec les... je crois que l'Allemagne de ces dernières années a pensé un moment qu'allaient venir des médecins, des informaticiens, des ingénieurs du côté des Syriens. Et c'est toujours agréable de recevoir une élite qui est déjà formée. Et dans le cas du Huguenot, c'est vrai qu'il est parti beaucoup de gens de l'élite, y compris de l'élite militaire, l'élite des ingénieurs, l'élite bien sûr des pasteurs, des intellectuels. Il est parti aussi une élite d'artisans. Et puis il est aussi parti... Des pauvres, y compris même des ouvriers agricoles, etc. Et puis je voudrais rassurer les descendants de ceux qui sont restés, il est aussi resté toute une partie de ces élites-là, qui ont fait le gros dos et qui sont restés dans la fidélité, dans leur résistance, comme dirait l'autre, jusqu'au bout. Alors Geneviève, comment vous réagissez? Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il y a des similitudes avec l'actualité aujourd'hui? Est-ce que vous entendez des choses qui vous rappellent les combats dans lesquels vous êtes engagés? Ah oui, il y a beaucoup de choses qui résonnent aujourd'hui. D'abord, cette mémoire de l'exil qui existe dans le protestantisme et qui explique probablement que des attitudes d'accueil, d'hospitalité se retrouvent, et heureusement aujourd'hui, dans le monde protestant vis-à-vis des personnes étrangères, mais aussi cette mémoire de à la fois l'arrachement et la chance que peut représenter l'exil. Et ça, ça fait partie aussi de ce que j'ai pu entendre. Patrick Cabanel a parlé, disant en gros, sans en faire une histoire sainte, mais c'est quand même une belle histoire de solidarité et d'hospitalité, l'accueil des Huguenots à travers l'Europe. Alors là, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse dire et se réjouir que la façon dont sont traitées les personnes étrangères qui arrivent aujourd'hui, les exilés d'aujourd'hui, je ne pense pas malheureusement qu'on puisse se réjouir d'une belle histoire de solidarité et d'hospitalité, parce que les politiques qui dominent l'Europe aujourd'hui, et notre pays aussi, font tout pour que l'accueil soit réduit au minimum
et que les difficultés restent beaucoup trop importantes. Donc il y a un souvenir positif qu'il faut conserver, et puis aussi le constat d'une réalité qui est loin d'être une réalité réjouissante d'accueil et d'hospitalité, mais ça existe et c'est ça qu'il faut soutenir. Alors, toujours en regard par rapport à l'histoire, oui, vous vouliez réagir. Oui, pour dire que dans cet accueil des Huguenots, aujourd'hui, je pense, le parallèle qui est vraiment séduisant pour l'histoire, c'est l'Allemagne. Le Brandebourg de jadis, et puis l'Allemagne d'aujourd'hui, avec cette fille de Pasteur, hein, Angela Merkel. Le grand électeur qui a ouvert ses portes, y compris en publiant un édit pour ouvrir ses portes aux réfugiés huguenots, il n'était pas seulement dans la solidarité chrétienne, l'hospitalité généreuse, il était aussi dans une forme de pragmatisme. On pourrait, si on était hostile, parler de cynisme. L'Allemagne, le Brandebourg de l'époque, avait besoin de population pour recoloniser son territoire. Alors il se trouve que les huguenots avaient une bonne réputation en Europe, parce que les protestants à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, mais les protestants de l'époque, notamment les Français, ils avaient une double bonne réputation. Ils avaient à la fois, ils venaient d'un des pays les plus prestigieux, d'une culture et d'une langue prestigieuse, le français, et puis ils étaient huguenots, protestants. Et ça, c'était une belle image de marque. Mais on les a fait venir parce qu'on avait besoin d'eux pour coloniser, pour faire de l'industrie, pour faire les cadres de ce jeune État qui était dévoré d'ambition, le Brandebourg qui est devenu l'Allemagne. Et je pense qu'aujourd'hui, vous le savez aussi, je ne sais pas si en France on est assez sensible à ça, l'Allemagne est obsédée, comme la France des années 30 a pu l'être, obsédée par son déclin démographique annoncé. C'est devenu une maladie nationale, l'idée qu'ils vont crever de ne plus faire d'enfants. Et il y a cette tentation, donc il y a ce mélange qui est très actuel, comment dire, qui est très humain, de générosité et de pragmatisme quasiment un peu cynique. C'est pas la même chose quand on est allemand et qu'on est persuadé que le pays va mourir de vieillesse dans les 60 ans qui viennent, d'accueillir des jeunes qui viennent d'ailleurs, et quand on est dans la France, qui, vous savez, qui est le seul pays d'Europe avec l'Irlande, qui n'a pas de problème de démographie, mais qui a toute une série de problèmes. Notamment, le chômage est presque inexistant en Allemagne, parce qu'en Allemagne, il n'y a plus de jeunes, alors que la France, qui est bourrée de jeunes, a du chômage. Donc, ce n'est pas le même rapport à l'immigré. Et je pense qu'en Allemagne, il peut y avoir, comme jadis le Brandebourg, ce mélange d'hospitalité un peu affichée et de pragmatisme réel. Mais il n'y a pas à avoir honte d'être pragmatique aussi, quand on veut servir son pays, et qu'à l'occurrence, on peut le servir en accueillant un certain nombre de gens. Alors on pense toujours que c'est la misère qui pousse les gens à s'expatrier. Donc là, vous dites c'est d'autres questions, c'est des questions religieuses, qu'on retrouve exactement ce qui passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Néanmoins, ça veut dire que quelque part quand même cette communauté huguenote a dû travailler théologiquement sur ses convictions, sur la manière de vivre en Église dans les Cévennes qui vous sont chères par exemple. Je réponds et ensuite vous me pardonnerez de devoir vous quitter pour une conférence. Je crois que la chance des Huguenots et la chance des pays qui les ont accueillis, alors je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est de l'immigration d'aujourd'hui, c'est que c'était des vaincus de l'histoire, les Huguenots, des proscrits, des exilés, mais ils regardaient leur propre histoire de manière pour le coup théologique, et pour eux, le départ de France, ce n'est pas seulement un échec, c'était aussi un départ vers la terre promise. Ils se la jouaient, si je veux dire, ils regardaient leur histoire comme celle des Hébreux. Et donc, la Suisse, Amsterdam, Berlin, Francfort, Londres, Édimbourg, c'était la terre promise. Et donc, ils n'avaient qu'une envie, c'était de s'installer comme les Hébreux l'ont fait et de bâtir avec ceux qui les accueillaient comme une nouvelle terre promise. Vrai aussi de ceux qui sont partis jusque dans ce qui est devenu les États-Unis d'Amérique. Alors, je ne sais pas aujourd'hui dans quelle position sont les immigrés, mais je le répète, les Huguenots étaient à la fois des vaincus de l'histoire, mais aussi des pionniers qui allaient bâtir, une fois quitté l'Égypte, comme il disait Pharaon, ils allaient bâtir la terre promise. Et pour eux, la terre promise, elle commençait à Genève, elle se poursuivait à Neuchâtel et jusqu'au Danemark ou au Brandebourg. Merci beaucoup, Patrick Cabanel. Je sais que vous devez partir, mais justement, voilà, on va vous libérer pour que d'autres en profitent. Et puis on reprendra dans la deuxième partie, juste après la pause musicale, de continuer sur ces questions qui dérangent avec Geneviève Jacques. Patrick Cabanel qui nous a quittés, mais qui est, disons, remplacé, entre guillemets, par Monsieur Coppens, donc Samuel Coppens de l'Armée du Salut, qui nous a bienvenue sur le plateau. Bonjour.
Alors, juste pour vous permettre de voir la transition, avec Patrick Cabanel, il y a un cadre historique qui était posé sur la question de la migration. Geneviève Jacques, la question des migrations, est-ce que c'est une crise des migrations ou est-ce que c'est une crise des politiques de migration? On a à tort utilisé ce terme de crise des réfugiés ou crise migratoire pour parler de la situation chaotique, inhumaine et dramatique que nous connaissons actuellement. Nous disons, c'est une crise des politiques migratoires, c'est une crise des capacités, de l'absence de vision pour offrir des capacités d'accueil à des milliers et des centaines de milliers de personnes qui cherchent tout simplement un endroit pour vivre dignement. Les causes de ces mouvements migratoires que nous constatons en augmentation depuis les années 2010 ou 2015 en particulier, elles sont multiples. Et il y a à la fois les guerres en Syrie, la déstabilisation du Moyen-Orient, mais aussi des situations d'injustice fondamentale qui continuent dans l'Est de l'Afrique, mais aussi les conséquences des dérèglements climatiques qui font avancer le désert et qui poussent des gens à aller chercher ailleurs le droit de vivre dignement. Et c'est cette situation actuellement qui effraie notre Europe, qui certes connaît des difficultés, mais qui en même temps a beaucoup de ressources, et qui fait que depuis quelques années, les politiques migratoires sont essentiellement des politiques sécuritaires où on cherche à repousser le plus loin possible, à mettre toutes les frontières possibles et malheureusement à ne pas apporter des solutions dignes aux hommes et aux femmes qui viennent simplement demander la possibilité de construire avec nous, pas contre nous, mais de construire avec nous un avenir dont ils pourraient faire partie. Et c'est ça la situation actuelle. Et donc, si crise il y a, c'est une crise des politiques migratoires. Et certains parlent aussi de crise des solidarités. Si on parle des gouvernements, certainement. C'est très certainement. Si on parle des sociétés civiles, non, j'emploierai pas le mot crise, parce qu'on voit au contraire se développer beaucoup d'exemples spontanés d'une solidarité humaine qui se manifeste de différentes façons. Et dans notre pays, dans les endroits les plus reculés. Et donc, il y a en même temps un durcissement des politiques et aussi un réveil, une manifestation des capacités d'hospitalité, de générosité et de solidarité qui existent dans la société. C'est ces deux choses-là qui coexistent. Et pour que les politiques puissent changer, nous sommes convaincus qu'il faut absolument que la société civile, organisée ou pas, mais puisse faire suffisamment pression pour que les politiques ne nous répètent pas encore et encore « les Français ne sont pas prêts, la société n'en veut pas, etc. » Nous pensons que ce n'est pas la vraie vérité. Vous dites solidarité, générosité. Est-ce qu'on n'a pas tendance à reculer sur ces notions-là, sur ces valeurs, sur ces convictions? Par exemple, quand on voit aujourd'hui les régionalismes, c'est plus les nationalismes, mais les régionalismes, une sorte de recroquevillement où on ne veut plus être solidaire, payer pour les autres. On voit la Catalogne, l'Italie, l'ex-Yougoslavie. Non, qu'il y ait des tendances actuellement portées par des partis politiques qui sont pour le repli, pour cette espèce de repli égoïste, on ne veut plus partager, etc. C'est sûr que nous vivons actuellement en Europe une situation très préoccupante de montée de tous ces réflexes de peur, de repli, de crispation, de rejet des autres. C'est sûr que ça existe et que ça doit mobiliser en particulier les chrétiens. Mais dans le même temps, pardon d'utiliser ce terme, mais à la fois on constate que dans la société, il y a beaucoup de choses dont malheureusement
les médias ne parlent pas assez, qui sont moins spectaculaires, mais il existe aussi des forces de résistance contre ça et qui sont l'espoir d'autre chose. Mais c'est clair que le cadre politique, ce que nous constatons avec ces réflexes de repli sur soi, existent et font partie du panorama politique dans lequel arrivent justement ces nouveaux exilés d'aujourd'hui. Et ça, c'est pas le contexte le plus facile pour eux. Alors, je me tourne vers vous, Samuel Coppens. Les chrétiens dans tout ça, l'armée du salut, comment faites-vous? Vous avez des hommes, des femmes en face. Est-ce que vous leur demandez, parce qu'à un moment donné, il était question, d'abord on va s'occuper des chrétiens et on s'occupera des autres après. Comment l'armée du salut se saisit de ce drame humain? Non, alors je vous rassure tout de suite, effectivement, nous nous adressons d'abord à des personnes, quelles qu'elles soient, bien entendu. Pour nous, les chiffres sont évidemment alarmants. L'Armée du Salut, c'est 170 établissements sur le territoire français, mais c'est plus de 2600 personnes migrantes qu'aujourd'hui nous accueillons, avec nos salariés, nos bénévoles, dans l'ensemble de nos structures. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur que cela représente, et puis surtout, c'est l'embarras du politique autour de toutes ces questions aujourd'hui qui nous fâchent, qui en tout cas nous intriguent beaucoup. Alors, cela, c'est plutôt des nouvelles choses que nous avons sur lesquelles nous avons à faire face, parce que depuis très longtemps, nous accueillons dans l'ensemble de nos structures des personnes, y compris les personnes sans papier aujourd'hui, car pour nous, un être humain est d'abord un être humain, et qu'aujourd'hui, face au drame que connaissent ces personnes, et il suffit d'aller dans les grandes métropoles, de voir combien ces gens sont maltraités. Par la société, tout simplement. Il est notre devoir, en tout cas nous, associations, de faire en sorte de les accueillir, de les réconforter un petit peu, de les restaurer, et puis de trouver avec les politiques, c'est pas simple, des solutions qui leur permettent de s'installer, en tout cas, et nous mettons tout en œuvre pour cela. Quel est l'engagement de l'Armée du Salut, justement, dans l'accompagnement, dans la collaboration avec les autres associations? Parce que l'Armée du Salut ne peut pas toujours tout seul. Déjà, vous répondez à la détresse, parce qu'il faut répondre aux besoins concrets de la personne. Mais comment est-ce que vous collaborez au sein de la fédération, au sein des autres mouvements, pour justement faire avancer la cause des migrants? Tout à fait. Alors, concrètement, eh bien, nous sommes beaucoup sur quelque chose qui n'est pas très très agréable, mais cependant, le conseil d'administration de la Fondation Armée du Salut a considéré qu'il fallait le faire. C'est recueillir les personnes quand, à un moment donné, les forces de l'ordre décident qu'il y en a trop sur un lieu et qu'elles mobilisent, par exemple, des gymnases. On a beaucoup entendu parler de cela. C'est pas simple, parce qu'évidemment, les élus locaux cherchent tous les moyens, à un moment donné, de faire pression aussi sur l'État. Mais en tout état de cause, nous avons considéré qu'il était important d'accueillir et de permettre à ces personnes 15 jours, 3 semaines, 1 mois, qu'ils puissent poser un petit peu leur tête, leur bagage et ce qu'ils ont vécu. Alors nous dépêchons évidemment nos salariés, mais aussi des bénévoles, sur cette volonté farouche de cet accueil, en leur disant bienvenue, bienvenue, tu es mon frère. Alors ça c'est quelque chose ou ma sœur, c'est quelque chose que nous faisons, et nous avons connu des situations extrêmement dramatiques, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, mais toutes ces personnes qui ont fait des voyages incroyables, pour arriver jusqu'à nous, ont vécu des cauchemars. Et ce que nous vivons, ce que nous entendons dans les récits de vie que nous avons avec ces personnes, c'est juste de l'inhumanité totale. Nous avons des établissements où des mineurs, par exemple, ont connu des viols, des situations absolument lamentables, en Libye particulièrement. Il faut se rappeler que le carrefour un petit peu de toutes ces migrations est souvent la Libye, pour cette traversée méditerranéenne. Et là, il y a quelque chose qui est absolument abominable. Il n'y a pas de mots pour dire ce que ces personnes ont vécu. Donc tout naturellement, nous essayons un tout petit peu de penser cela. Alors, vous parliez tout à l'heure d'une société qui se rétrécirait. Peut-être. Mais moi, je vois de l'autre côté. Je vois toutes ces personnes qui sont en capacité de se lever, qui sont capables de donner de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences pour accueillir cet autre. Et ce n'est pas uniquement les chrétiens.
c'est malheureusement pas suffisamment les chrétiens. Mais en tout état de cause, les uns et les autres, et nous n'avons jamais de problème pour trouver des personnes qui veulent passer du temps auprès de ces gens pour être avec elles un moment, pour simplement les réconforter et leur dire que là où ils en sont de leur voyage, de leur périple, eh bien, il y a des personnes qui les accueillent telles qu'elles sont. Eh bien, nous allons voir tout à l'heure justement des témoins, juste après la pause musicale, et on donnera la parole aux migrants. En direct de Strasbourg, avec la plateforme des radios de Protestants en Fête. Encore quelques minutes sur ce plateau de la plateforme des radios de Protestants en Fête pour aborder la question de la migration et maintenant plus précisément la question de l'accueil, Redouane. Oui, merci à Samuel Coppens donc, qui nous a, qui a quitté le plateau et qui est juste à côté et qui a justement pointé la question de l'humain. L'humain, c'est la rencontre de l'autre. La rencontre, quand on dit migration, on a l'impression que c'est quelque chose d'anonyme. Mais en fait, c'est rencontre entre celui qui accueille et celui qui est accueilli. Et nous avons 2 témoins avec nous, donc à la fois un accueillant, Jean-Pierre Schmitt, bonjour. Bonjour. Et puis un accueilli, Agiat Sifou. Bonjour. Et je voudrais vous poser la question déjà à Monsieur Sifou. D'où venez-vous et comment s'est fait la rencontre avec le pays que vous avez visité, que vous avez traversé jusqu'à arriver ici en France? Quel était votre parcours? Alors, je viens de Syrie. On a passé plusieurs pays pour arriver en France ici. Le premier pays, c'était Liban. Après Liban, c'était Turquie. L'Éthiopie dans l'Afrique. Après l'Éthiopie, on a passé par l'Amérique latine, Brésil. On a traversé les jungles d'Amazonie pour arriver en Guyane français. Après Guyane français, on a resté en Guyane pour avoir le papier de statut de réfugié. Après, on est venu ici en France. Donc, en Alsace. Et c'est vous qui les avez accueillis, M. Schmitt? Tout à fait. Nous étions inscrits sur une liste à l'appel de la Fédération d'entraide protestante. Le slogan « Accueillir d'abord » nous a beaucoup plu avec mon épouse. Nous sommes maintenant à la retraite, nos enfants volent de leurs propres ailes. Nous avions donc un peu de place chez nous pour fournir des chambres à des réfugiés. Et donc un jour, on nous appelle, on dit... quelqu'un de l'UEPAL qui travaille pour la Fédération d'entraide protestante qui dit « Nous avons 2 jeunes qui dorment depuis 5 nuits à la gare de Strasbourg. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir ?» On a dit « Oui, bien sûr. » Et le lendemain, ils étaient chez nous. Et une formidable aventure humaine a commencé. Alors, c'est une aventure, comme vous le dites, c'est une aventure parce que c'est un risque, c'est un pari à la fois pour vous, un pari, c'est-à-dire à faire tout le parcours que vous dites, c'est quand même incroyable, parce que le tour du monde pour arriver en Alsace et d'être accueilli par un inconnu. Ouais. Comment s'est passée cette rencontre pour vous? Alors, la première 5 nuits à la gare à Strasbourg, on ne connaissait personne. On a contacté avec quelqu'un qui travaille dans l'association La FEB, la FEB. Lui, il a un contact avec, par la fédération avec M. Jean-Pierre. Et le lendemain, il m'a dit il y aura quelqu'un, on va y aller chez eux pour parler, discuter. Vous voulez rester chez eux quelques mois. Après, on a rencontré M. Jean-Pierre Schmitt et Mme Liliane chez eux, chez eux, oui. Donc là, c'est un pari, vous les accueillez, vous dites j'ai de la place, mais ça ne suffit pas. C'est une... 2 cultures qui se rencontrent, 2 habitudes, voilà, la culture syrienne, la langue. Comment on fait pour... accueillir les bras ouverts comme ça? Je veux dire, généralement, on a peur de l'autre, de celui qui est différent. L'altérité, c'est qui est terrible. Vous dites, en général, on a peur de l'autre. Oui, aujourd'hui, oui. Avec mon épouse, nous sommes issus du monde paysan, du monde rural. Et nous avions toujours on va dire, une pratique très naturelle, très spontanée d'accueillir l'autre
dans les familles. Et autrefois, quand il fallait planter du tabac, si je puis me permettre de donner juste un exemple concret, on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et la solidarité entre paysans était très grande. Peut-être contrairement à aujourd'hui, où on est beaucoup plus individualiste à cause de la mécanisation aussi. Donc on a fait le pari de la confiance. Ça, c'était la première chose au départ. Bien sûr, les aider à grandir. Nous avons élevé 3 enfants. Là, il y a des jeunes qui veulent construire un avenir. Il y a quelque part en Syrie, il y a des parents qui veulent savoir que leurs enfants peuvent reconstruire quelque chose après la cassure qu'est ce départ à cause de la guerre et du chaos qui s'ensuit. Et tout ça nous a dit il faut qu'on mette la main à la pâte, tout simplement, en toute confiance et tout naturellement. Alors je me retourne encore vers vous, Sifou. Il faut une sacrée dose de courage et de force pour faire le trajet que vous avez fait. Où est-ce que vous avez trouvé toute cette énergie? Où est-ce que vous avez trouvé toute cette imagination? C'est pas facile parce que on a pris très, très longtemps pour trouver des chemins, pour trouver l'idée, pour arriver ici en France. C'était incroyable. Je sais pas. Mais moi maintenant, je sais pas comment on a trouvé cette idée pour arriver ici. Voilà, Geneviève, Jacques, je me tourne vers vous. Vous avez à la fois ce regard de la globalité, on parlait de politique, et au-delà des politiques, il y a des réalités humaines. On le voit en accueillant, en accueilli. Et il y a des dizaines de milliers de personnes qui aussi, comme notre invité là, qui aussi font preuve de courage et d'une force de vie extraordinaire. Nous les rencontrons à la CIMAD, on rencontre beaucoup de gens qui viennent pour cette forme d'accompagnement spécifique qui est d'obtenir les papiers. En France, si on n'a pas les bons papiers, on a beaucoup de difficultés et on risque d'être expulsé. Donc notre intervention, elle est complémentaire de beaucoup d'autres. Mais à l'occasion de ces rencontres où aussi nous rencontrons des hommes et des femmes avec des noms, des visages, des histoires, les anime un courage extraordinaire qui, je crois, tous les gens qui travaillent bénévolement ou qui s'engagent vous diront qu'ils nous donnent plus de courage que nous pouvons leur apporter, et qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les aide à se remettre debout. C'est pas du tout des gens qui demandent à être assistés, mais jamais du tout. Ce sont des gens qui demandent à pouvoir être remis debout pour pouvoir prendre leur part dans notre société. Malheureusement, tous les handicaps bureaucratiques qu'ils trouvent sur leur route, toutes les fermetures empêchent cela, mais c'est vraiment un bon combat à mener tous ensemble pour que notre pays soit aussi un pays où le mot fraternité soit pas qu'un slogan au-dessus des mairies et des écoles. Et je crois que peut-être ce protestant, en fait, peut faire résonner à nouveau ce terme de fraternité et lui donner tout son contenu humain qui fait qu'on continue tous à marcher et à lutter. Merci beaucoup. Merci à vous deux, à M. Schmitt et M. Sifou, de donner un visage et une voix à ces réalités humaines, toutes simples. Alors c'est vrai que certains rêvent d'aller habiter sur Mars, conquérir Mars. Pour l'instant, pour les 100 ans à venir, il nous faut apprendre à vivre ensemble et à vivre en intelligence. Merci à tous ceux qui ont participé à ce plateau. Merci à vous, Geneviève, Jacques. Et surtout, n'hésitez pas à vous tourner à la fois vers la Fédération de l'entraide protestante qui fait ce travail-là, vers l'Armée du Salut et la CIMAD. Voilà, Michel, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg quand on parle de migration. Et oui, c'est la partie visible de l'iceberg. Et on continuera peut-être dans une logique à parler de migration tout à l'heure, à partir de 15h, puisque nous parlerons d'interculturalité des communautés et donc de migration et de vivre ensemble.